Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire de ce jour sur une approche ludique de la psychomotricité. Donc, on est très heureux de vous retrouver après l'été parce qu'on avait fait de belles saisons de différents webinaires jusqu'au mois de juin avec différentes thématiques. Et là, on est content de reprendre. On a aussi quelques nouvelles dates. On va vous présenter tout ça. On vous laisse arriver tranquillement pour passer une heure avec nous sur présentation de jeux. Donc, notre intervenant du jour, c'est Florent Vincent, qui est psychomotricien et délégué de la Fédération française des psychomotriciens, qui va nous présenter différents thèmes et les jeux qui vont pouvoir s'appuyer sur ces thèmes. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais participé à nos webinaires, vous allez pouvoir intervenir par écrit. En fonction du sujet, je pourrais interrompre l'interlocuteur pour lui poser des questions. Je vois que vous servez bien de la discussion, donc c'est pour des interventions, bonjour, etc. Très bien sur la discussion. Si par contre c'est une question sur le sujet, ça sera plus facile pour moi de le traiter dans les questions et réponses, et c'est les petites bulles qui sont en bas. Comme ça, je vais pouvoir mieux gérer au fur et à mesure du webinaire. Voilà. Donc, j'ai vu que vous étiez très nombreux à vous être inscrits. Pour ceux qui ont un impératif et devront peut-être quitter avant, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire dans les prochains jours la liste des jeux qu'on aura présentés, le lien avec le webinaire, voilà, toutes ces informations-là. C'est aussi l'intérêt de vous inscrire au webinaire pour recevoir les informations par la suite. Donc là, on a vu que parmi donc les personnes qui sont inscrites, nous avons évidemment beaucoup de psychomotriciens, mais également des ergothérapeutes, des enseignants, des parents. Donc, en fonction, on va essayer d'adapter au mieux notre discours pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on puisse vraiment répondre à toutes vos questions et par rapport à la présentation de Florent Vincent. Voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer tout de suite. Moi, je vais passer la parole tout d'abord à Étienne Prévost de Didacto qui va vous parler de Didacto et de la suite des autres webinaires, puis Florent Vincent, et moi je reste là derrière pour traiter vos questions, donc vous n'hésitez surtout pas. J'ai vu qu'il y avait un petit peu partout, voilà, beaucoup, la France, mais aussi l'étranger. On va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Étienne. Voilà, Étienne, je vous laisse la parole. Allez, on est parti. C'est bon? Oui, à vous. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc, à ce webinaire de rentrée sur le thème, donc, comme Sabine l'a dit, d'une approche ludique de la psychomotricité. Donc, moi, je suis Étienne de Didacto et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, les habitués connaissent ma trombine. Donc, on reprend avec ce webinaire notre cycle au rythme d'environ un webinaire par mois. Et je vous invite d'ores et déjà à noter les webinaires suivants. Donc, le vendredi 22 octobre, nous présenterons une sélection de nouveautés ludiques. C'est un webinaire classique que nous faisons un petit peu, à peu près une fois tous les trimestres et qui vise en particulier les ludothécaires, mais pas que. Et le mercredi 17 novembre, nous reprendrons notre webinaire avec Gilles Vernet qui avait été annulé courant juin parce que le pauvre avait fait un AVC la nuit d'avant. Peut-être certains s'en souviennent-ils. Donc, il va mieux. Hein, c'est déjà une bonne nouvelle. Et en ce 17 novembre, on ne parlera pas de jeu, mais Gilles Vernet abordera le double problème de la perception du temps par les enfants, avec un temps fractionné et un temps qui s'accélère, et celui de leur addiction aux écrans, renforcé évidemment par la période que nous venons de vivre. Alors, avant de présenter maintenant, donc vendredi 22 octobre, nouveauté ludique, ludothèque. Mercredi 17 novembre, Gilles Vernet. Et l'approche du temps pour les enfants. Tout ça sera annoncé très vite et les liens d'inscription seront dès la semaine prochaine ou la fin de la semaine sur notre site internet. Avant de présenter
le webinaire du jour et notre intervenant Florent Vincent. Permettez-moi juste quelques mots sur Didacto pour ceux qui nous découvriraient à cette occasion. Donc, chez Didacto, pas de catalogue papier, pas de magasin, tout est en ligne, 2500 jeux et matériel ludo-éducatif que nous allons dénicher auprès de pas loin de 200 éditeurs différents dans le monde entier. Donc, nous, on ne fait que du jeu utile pour les professionnels dans leur activité quotidienne, qu'il s'agisse d'enseignants, de maternelle, d'élémentaire, de professionnels de la petite enfance, de ludothèque, de médiathèque, de professionnels de santé, bien sûr. Donc, si vous avez des demandes de devis, des projets ludiques, des petits ou des grands besoins en jeu pour votre école, votre cabinet ou votre famille, bien sûr, nous sommes là. Je rappelle aussi qu'on a mis en ligne sur notre site plus de 2000 règles du jeu différentes, téléchargeables gratuitement. Une centaine de fiches et dossiers pédagogiques pour accompagner tel ou tel jeu. Donc voilà, donc globalement, on essaye d'aider au mieux les professionnels à utiliser les jeux comme outil d'apprentissage, outil de soins ou outil de développement au quotidien. Alors, pour revenir sur notre sujet du jour, donc avec les professionnels de santé, nous proposons des catégories de jeux, bien sûr, pour les psychomotriciens et les ergothérapeutes, mais également des jeux spécifiques pour les orthoptistes sur le travail de l'œil ou la coordination œil-main, pour les orthophonistes, pour travailler le langage ou la parole, et aussi des jeux pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, des jeux utiles dans un certain nombre de structures comme les IME, par exemple, pour travailler avec un public porteur de handicap. Je ne vais pas évoquer ici le sujet du jour, le sujet du jeu dans la pratique des psychomotriciens, parce que donc nous avons quelqu'un qui va le faire beaucoup mieux que moi. Florent Vincent, je pense que la plupart des psychomotriciens présents ici le connaissent. Florent Vincent est bien entendu psychomotricien, encore heureux. Il a exercé en ville et en milieu hospitalier. Il est aujourd'hui directeur de crèche, enseignant, formateur, docteur en sciences de l'éducation. Et il a été aussi pendant des années secrétaire général particulièrement actif et remarqué de la Fédération française des psychomotriciens, avec qui nous avons noué plusieurs partenariats sous sa direction, sous sa férule. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? C'est Florent qui sera au cœur de ce webinaire et qui va vous présenter l'intérêt d'une pratique ludique dans un certain nombre d'aspects du métier de psychomotricien. Et nous l'accompagnerons en vous présentant une trentaine de jeux et d'outils qu'on a sélectionnés ensemble dans notre catalogue. Donc, certains sont des grands classiques que probablement vous connaissez tous ou presque tous. D'autres sont des petites perles rares qu'il est allé dénicher au fond de notre catalogue de jeux. Quelques mots pour terminer et avant de lui passer la parole. Il y aura à la fin de ce webinaire une phase de questions-réponses, ce qui ne vous empêche pas, comme le disait Sabine, de pouvoir poser des questions au cours de l'intervention sur des points précis ou des présentations de jeux qui vous sembleraient pas très enfin, devoir en tout cas être précisés. Par ailleurs, un PDF avec l'ensemble des jeux présentés vous sera envoyé très rapidement par mail, en tout cas normalement avant la fin de la semaine, c'est prévu comme ça. Donc inutile de prendre trop de notes, vous aurez tous les jeux présentés qui vous seront envoyés par résumé. De même, donc, comme l'a dit Sabine, ce webinaire est filmé, donc vous pourrez le revoir sur notre site Didacto ou sur notre chaîne YouTube. Et enfin, last but not least, nous allons remettre en place le partenariat avec la Fédération française des psychomotriciens. Et suite à ce webinaire, les psychomotriciens, grâce à un mot de passe qui leur seront transmis, auront droit à une réduction de 15% sur 15 produits particuliers, particulièrement adaptés à leur travail. Donc, si vous tombez carrément in love d'un jeu dans la présentation de cet après-midi, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse, si possible, le mettre dans cette sélection. Ce partenariat n'est pas en place tout de suite, mais il sera actif dans les tout prochains jours. Et au moment où vous recevrez le PDF avec la liste des jeux, ce sera le cas. Donc, à ce moment-là, cette réduction sera possible sur notre site Didacto. Voilà. Merci d'être là. Merci de votre écoute et de votre attention. Je passe la parole à Florent et je vous retrouve tout de suite pour la présentation des jeux. Bye bye, à tout de suite.
Merci Étienne. Effectivement, présenter les jeux didacto, c'est une évidence au regard du temps qu'on écoulé pour lequel on a travaillé avec la fédération à nouer différents partenariats. Parce qu'effectivement, oui, les psychomotriciens peuvent avoir besoin de matériel pour servir de médiation dans l'activité, dans l'exercice professionnel. Le corps ne suffit pas toujours, ou du moins, il peut y avoir besoin d'un intermédiaire pour pouvoir travailler sur et avec le corps. Donc, pour mieux comprendre cette histoire-là, on pourrait en faire des tonnes. On pourrait en faire des tonnes sur le plan historique. Alors, tous ceux qui me connaissent savent que je suis archi fan. Vous voyez ma bibliothèque derrière moi. On retrouve effectivement Susanna Miller, qui a sorti La psychologie du jeu, qui est une contemporaine de Winnicott. Winnicott, jeu et réalité. Je pense que voilà, tout le monde a en tête cette notion de playing, de gaming, cette différenciation dans le jeu qui a des règles et le jeu qui n'a pas de règles. Ce qui est super important, effectivement, ici, dans cette construction de la notion de jeu et des jeux qu'on pourrait appeler à table, mais pas que. On voit le bureau, mais il n'y a pas que du jeu à table. Pour se projeter sur des aspects plus tournés vers le soin, on pourrait penser aux publications de Fabien Joly, notamment, qui s'est beaucoup penché sur la question, et tant pour le playing, le gaming, toutes ces approches que pour les travaux de Joly, certaines traductions peuvent s'imposer. Donc, je vous en proposerai un petit peu, je vous proposerai non pas des traductions, mais des définitions en lien avec la psychomotricité qui va se nicher partout. Et comme ça, on pourra vous présenter quelques concepts qui viennent prendre corps dans les jeux qui suivent. Donc là, notamment ceux qui arrivent. Je laisse Étienne nous présenter le premier. Je n'ai pas pris la liste avec moi, évidemment. Je me suis dit que ça serait plus sympa comme ça. Le premier qui est autour du schéma corporel, si je ne m'abuse. Étienne ? Oui, c'est ça. On a sélectionné 2 jeux autour du schéma corporel. Florent, vous voulez nous dire un petit mot sur l'importance du schéma corporel, de la perception du schéma corporel en psychomotricité ou pas? Évidemment, on va sur le schéma corporel. Je vais être un petit peu taquin en disant que ça n'existe pas, en tout cas que les définitions sont en train d'énormément bouger. Je reprendrai ce que Éric Pirer a dit à partir du bouquin qu'il a fait, qui en est à sa 4e édition et qui, enfin, dans la 4e édition, sort une nouvelle et belle définition du schéma corporel que je ne peux pas spoiler, mais dans l'idée, le schéma corporel vient s'intégrer dans une image du corps qui serait une représentation plus complète et aussi plus imaginaire aussi. Mais sur la construction du schéma corporel et son prédécesseur, la somatognosie, il y a besoin de se repérer sur les différentes parties du corps, de pouvoir les nommer et les montrer. Et donc, pour ça, on a besoin d'outils un petit peu spécifiques, assez concrets. On a notamment chez Didacto pas mal de puzzles de reconstruction. Et celui sur lequel on s'est arrêté est un puzzle de grande taille, qui n'est pas loin des 50 cm, si je ne dis pas de bêtises. Étienne va m'arrêter si je dis une bêtise. Alors, c'est ça. On n'est pas loin des 50 cm de mémoire. Exactement. Ce qui en fait un outil hyper sympa, en fait. Ça change de ceux qu'on a habituellement dans les salles de psychomote, qui sont de l'ordre de 20-30 cm. Et là, vous voyez, hyper bien fait. Pour avoir travaillé longtemps en pédopsychiatrie et pour m'être rendu compte des difficultés d'accès au corps pour certains patients, évidemment, ça peut être compliqué. Malgré tout, pour les enfants normotypiques, les représentations, notamment du squelette, sont plutôt bienvenues, en fait, les aident à se représenter. Et c'est qu'à partir du moment où vient s'installer la pathologie que ces jeux-là peuvent alerter les parents ou alerter les professionnels sur les difficultés dedans-dehors. Donc là, je ne sais pas si tu veux, Étienne, présenter un petit peu l'intégralité du jeu. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je peux y aller, Sabine? Je suis en ligne? Oui, on vous voit. Ok, c'est cool. Donc là, il s'agit de 3 puzzles recto-verso. Comme le disait Florent, ils font une 50aine de centimètres. Et en effet, ils aident un peu les enfants, y compris dès leur plus jeune âge, parce que c'est à partir de
de 3 ans à se représenter un petit peu leur corps. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont en mousse, donc ils se plient, ils se tordent, les pièces, on en fait à peu près ce qu'on veut, clac, clac, et ça s'use et ça se casse pas facilement. Donc, on a un garçon, une fille, habillés, hop, déshabillés, clac, voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Et de l'autre côté, sur le troisième puzzle, on a à la fois d'un côté le squelette et de l'autre une représentation des principaux organes. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier niveau extrêmement simple, mais très utile et très bien fait. Si on va un chouille plus loin, hop, je me penche pour aller le chercher. Donc voilà. Pour des enfants peut-être un peu plus grands, attention, je vais mettre la caméra de côté, quick. Voilà, on a vraiment une vraie mallette avec à la fois un certain nombre on a 5 fiches qui sont représentées, qui permettent donc la représentation du corps, des parties particulières, donc par exemple la bouche, les fonctions des principaux organes, un schéma interne, le squelette, le crâne de profil et de face, les zones du cerveau, l'œil, l'arrière de la tête, l'oreille, le schéma musculaire et les muscles de la face. Et par ailleurs, on a, et c'est surtout ça, une centaine de pièces magnétiques que l'on peut aller mettre comme on veut pour faire comprendre des choses, ou alors pour que les enfants jouent, bien entendu, en jeu libre, sur la mallette qui elle-même donc est magnétique. Donc on a tout un tas de trucs, on a le cerveau, on a le squelette, etc. Et donc l'enfant va construire un petit peu, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, voilà, quick, va construire un petit peu son personnage comme il le souhaite, ou le psychomotricien peut lui montrer au fur et à mesure les différentes pièces et le faire verbaliser. Ah, il y a un petit reflet là, quick, parce que là c'est plus clair. Voilà. Ça va, on voit. Oui. Ça va. Oui. Voilà, donc des mallettes comme ça, on en a 3 ou 4, et je pense que c'est toujours utile en cabinet pour pouvoir parler et faire parler du corps. Donc ça, c'était le premier micro-chapitre de la présentation, celui autour du schéma corporel, et je repasse la parole à Florent pour aborder des aspects d'espace et de topologie. Voilà. Tout à fait. Donc, l'espace, il faut bien s'entendre, hein. L'espace, c'est quelque chose, ce n'est pas l'espace interstellaire, hein, même si j'ai une appétence pour tout ce qui se passe dans l'espace, mais c'est la perception du mouvement. Donc, c'est un espace plus ou moins bien délimité. On peut situer et se représenter le monde face à nous. Il faut donc pouvoir s'y déplacer. Le mouvement du corps est donc très important. Je ne reprendrai pas tous les auteurs qui ont défini sur l'espace. Alors, on pourrait citer quelques-uns. Alors, moi, j'aime bien Kant, malgré que ce soit difficile à lire, puisqu'il disait « l'espace nous sert à construire une relation logique des choses entre elles ». Mais certains penseront à Bullinger, d'autres à Delille-Evrestas, Geneviève Hague, Edward T. Hall. Alors, ça, le psychomote, j'imagine qu'Edward T. Hall, ça doit vous parler. Avec la distance intime, distance personnelle, distance sociale et publique, mais la notion d'espace, on voit bien comment elle a explosé avec les 2 dernières années, la pandémie, et le simple fait de cette présentation, hein, on est tous devant un écran, la notion d'espace a vraiment beaucoup bougé. Schilder avait travaillé là-dessus, Winnicott aussi, Berthoz, Piaget, Vallon, beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur la question, qui sont penchés sur les structures cérébrales mises en cause. Bon, on pourra en faire des tonnes. Je suis archi fan, hein, de cette notion d'espace qui est alliée avec le temps. Malgré tout, là, l'idée, c'est quand on a un petit peu en tête qu'il y a de la représentation topologique, qu'il y a de l'orientation, de la structuration, de l'adaptation, que ça s'appuie sur du viscéroceptif, de l'extéroceptif, etc. Ben, comment je travaille ça? Est-ce que je le travaille dans un plan? Est-ce que je le travaille en 3 dimensions? Et en fonction des jeux qu'on va pouvoir vous présenter,
avec chez les professionnels de santé et finalement chez les parents. Même si le background est moins important que le sien, on va pouvoir travailler énormément avec les cubes. Je ne me rappelle plus du nom du jeu, de me présenter merveilleusement bien. Ah, Étienne est glacé. Non, on est là. On avait peut-être une moins bonne connexion de votre côté, donc ça a été un petit peu figé, mais c'est bon, on a pu reprendre sur votre présentation. Peut-être Florent peut revenir quelques secondes avant, parce qu'en effet, c'était pas mal coupé, ouais. Ah, zut. J'étais surtout en train de dire qu'il y a beaucoup de notions qui sont sous-jacentes, que ce soit l'orientation spatiale, la structuration spatiale, l'adaptation. Mais ce qu'on va pouvoir se représenter avec là, ce qui va être présenté, c'est le travail à plat sur un plan et puis le travail tridimensionnel. Donc là, notamment avec ce jeu, donc, où je disais que malencontreusement, j'ai oublié le nom du jeu. Donc là, moi, je passe sur les… Le Rush Hour, je n'ai pas oublié. Alors justement, c'est Sabine qui va repartir sur les quelques grands jeux classiques pour travailler autour de cette représentation spatiale. Voilà, donc sur l'espace à topologie, rush hour ou embouteillage des voitures, on va rapidement vous faire la présentation pour ceux qui ne le connaissent pas. On place les voitures comme indiqué sur la carte et l'objectif là va être de faire sortir la voiture rouge, donc en coulissant verticalement, horizontalement l'une l'autre des voitures pour faire sortir la voiture. Donc là, on est qu'en 2 dimensions pour déplacer les voitures. Ensuite, on voulait vous présenter Perspecto. Donc voilà, avec des pièces géométriques, des plans et de représentations en 3 dimensions. Donc voilà sur les types de pièces. Donc moi, à chaque fois, en fait, quand je reviens, ce sera sur le site internet de Didacto, rapidement, comme ça, vous voyez un petit peu, vous retrouvez un ensemble d'informations. Et donc, sur le troisième qu'on voulait vous présenter sur l'idée d'espace, de topologie, c'est le Camelot Junior. Donc, qui là, à la base, a déjà une construction, un modèle à reproduire, puis des pièces à placer pour que les personnages puissent se rejoindre. Donc là, c'est représentation dans l'espace du chemin à parcourir. Florence, si vous voulez passer… commenter un peu plus sur les jeux qu'on vient de voir ou je peux passer aux suites? Dites-moi. Ouais, le Rush Hour, c'est un archi classique qu'on retrouve, en tout cas moi, dans les différents lieux où j'ai exercé, c'est un archi classique. Alors, je dois concéder un petit peu difficile pour moi, c'est-à-dire que chacun ses compétences et celui-ci, dès que le niveau monte, il peut être difficile pour ceux qui ont des petits problèmes de repérage dans l'espace, même chez les adultes. Mais archi pratique et surtout, il est facile à transporter. Donc, quand on fait du CESAD ou du libéral à domicile, on l'embarque vite fait et il est léger et il s'embarque super bien. Donc, ça fait partie de mes grands favoris. Là où le Perspecto, il y en a un qui se rapproche, c'est l'Architecto. Et je préférais l'Architecto parce que mes patients adhéraient plus, mais probablement parce qu'ils voyaient que j'étais en difficulté sur le Perspecto. On n'a pas présenté Architecto parce qu'il est en rupture longue chez l'éditeur. Donc, il n'est pas disponible en ce moment. Ouais, mais le Perspecto est vraiment très sympa. Il marche bien sur la patientèle en libéral, des enfants un petit peu plus grands, qui ont déjà des compétences plutôt pas mal. Et enfin, alors ça, c'était à ma demande express, le Camelot Junior. Je suis archi méga fan. Alors, c'est du jeu en bois, donc j'aime bien. C'est vrai qu'à manipuler, c'est très sympa. Et puis surtout, il a un niveau il commence de façon très simple, vraiment archi simple, et après, progressivement, il va dans des niveaux de complexité hyper importants, ce qui fait que voilà, il balaye vraiment tous les âges d'une population pour les professionnels de santé. Il est vraiment très sympa, très joli, très bien fait, et il marche vraiment bien. Donc là, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un pseudo 3D en fait, on pourrait dire du 2,5 parce que c'est en vertical, mais voilà, il y a
il n'y a pas vraiment la troisième dimension, un petit peu, mais pas trop. Mais vraiment, ouais, vraiment très, très bien. J'adore. Je suis fan. On va continuer sur les 3 logiques de chez Goulin, Logic Park, Logic Farm et Logic City. Donc là, vous avez déjà les 2. Je vais vous présenter le Logic Farm. Donc, vous avez un plateau où vous allez placer les cartes comme indiqué et à vous de replacer que le chien doit se retrouver à côté de la niche, que la mare doit être, les canards doivent être à côté de la mare et ainsi de suite. Donc, tout représenté sur ce qui est à côté d'eux. Je voulais vous montrer aussi, oups, excusez-moi, le Logic Park, qui est une représentation donc pour les petits avec soit la couleur, soit les formes, et pareil, avec différents niveaux de difficulté de représentation. Voilà. Et enfin, le Logic City, qu'Étienne va vous présenter en direct sur le fonctionnement. En direct live. Je reviens 2 secondes sur le Camelot Junior pour montrer aussi une version géante de Camelot Junior avec des pièces. On ne les voit pas bien parce qu'il y a une espèce d'effet de transparence. Je vais le montrer comme ça. Voilà. Des pièces qui sont vraiment énormes. Et donc ça, c'est vraiment un vrai jeu surdimensionné avec des pièces en bois massif, vraiment canon. Donc absolument inusable. Et si on a envie d'avoir un jeu un peu spectaculaire, voilà, il est vraiment formidable. Alors, je reviens donc sur Logic City, où là, vraiment, on peut parler de 3D. Il l'indique à partir de 3 ans et il fonctionne vraiment très bien jusqu'à 6-7 ans, voire au-delà. On a 3 niveaux de difficulté avec une représentation de face et du dessus de ce qu'on veut obtenir. Et ensuite, donc, sur le plateau qui est là, eh bien, il faut représenter ce qu'on nous demande. À l'aide des… Attendez, je vais le mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. À l'aide des cartes, à l'aide des petits carrés de bois. Donc voilà, rien de très compliqué au niveau vert, encore qu'il y a aussi un petit peu de manipulation. Et puis ben voilà, il faut y arriver et comprendre comment ça fonctionne. Ça se complique au niveau orange, où quand on voit de face, on a les 4 maisons, mais dans le plan, elles ne sont pas sur au même niveau. Donc, quand on retourne, on a la solution un peu photographiée, où on voit là que celles-là sont plus au fond et celles-là plus devant, avec l'espace vert au milieu. Et enfin, sur le 3e niveau, le niveau rouge, on mélange les couleurs. Donc, on a, et avec en effet toujours devant, derrière, et puis les notions de au-dessus, au-dessous, entre deux, etc., etc. Donc là, on peut soit essayer de reproduire, soit pourquoi pas faire verbaliser ou décrire pour que l'autre personne puisse que l'enfant puisse recréer quand on décrit ce qu'on souhaite lui voir recréer. Et voilà donc la solution de celle-là. On voit quand même qu'on arrive à un niveau pas toujours évident. Donc là, c'était vraiment Logic City, un très chouette jeu de représentation en 3D. Pour continuer là-dessus, on passe sur l'atelier de topologie d'Acros, qui est là. On est sur quelque chose de plus abstrait, avec un certain nombre de formes en mousse. On en a 2 jeux comme ça, des bâtons en bois de cette façon-là, et là aussi, des fiches soit extrêmement simples, soit évidemment de plus en plus compliquées. Il y a, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, une quarantaine de… 50 fiches recto-verso. Non, 25 cartes réversibles. 25 fiches recto-verso, donc 50 modèles. Donc là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut se jouer de 2 façons, soit en reproduction de ce qu'on voit, soit à partir de consignes, où le praticien donne des consignes à l'enfant pour qu'il puisse, lui, reproduire. Donc, dessus, dessous, dedans, etc. Voilà. Donc, un jeu de base
plus abstrait, mais vraiment intéressant dans la façon dont il est construit et qui se prête à beaucoup d'activités. Donc ça, c'est l'atelier de topologie d'Acros. Et puis enfin, on vient de rentrer un jeu que j'aime beaucoup de l'éditeur canadien Placote. Voilà, je vais glisser le puzzle hop, sous la caméra. Là, voilà, ça s'appelle Stationne tes voitures. Donc, on a des petites bagnoles, des petits cars, comme ils disent au Canada. Voilà, un char. Sur un. Attendez, c'est complètement à l'envers. Hop, voilà, dans le bon sens, avec plein de places de parking. Et un grand cahier de conduite, hop, avec tout un tas de défis. On a 40 défis pour travailler des notions progressives. D'abord au départ, au niveau vert, on a 4 consignes qui sont toujours les mêmes. Stationne la voiture jaune dans le stationnement de la maison jaune. Donc elle va aller se mettre, la maison, alors la caméra ne fait pas justice aux couleurs, mais enfin cette maison est vraiment jaune. Voilà, dans le stationnement de la maison jaune. Stationne la voiture orange dans le stationnement de la voiture orange, etc., etc. Donc on va compliquer un petit peu à côté du camion rouge et blanc. On va aborder ensuite des notions, on va mélanger un petit peu les notions. Donc là, on a 5 consignes différentes avec les notions dans ou à côté. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, on va compliquer de plus en plus entre deux voitures, en avant de la Maison Blanche, au milieu de, proche du bac à sable, loin d'eux, proche d'eux, le plus loin d'eux, le plus proche possible du poste de police. Et là, on voit qu'on arrive vraiment à des notions extrêmement intéressantes. Donc, à la fin, on a 7 consignes différentes et assez complexes. Donc, les enfants placent les voitures, ils peuvent aussi s'amuser à les faire rouler, c'est sympa. Et à la fin, on leur donne, où sont-ils, un petit permis de conduire. Et ça, ils sont fans. Voilà, donc ça, c'est Stationne tes voitures chez Placote, où vraiment on aborde un petit peu différemment la notion d'espace et la spatialisation. Florent, je vous repasse la parole. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot ou passer directement sur la notion de temps et de temporalité. Juste sur le jeu précédent, ça me fait penser, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de la psychomotricité, aux travaux du Guet-Bûcher, qui a fait du bilan psychomoteur, mais qui avait même construit un plateau de jeu pour les différentes notions spatiales. Et ça ressemble pas mal aux différents plateaux qu'on a pu voir, avec une évolution, évidemment. Avec le temps, les choses ont bien évolué, c'est beaucoup plus ludique. Mais voilà, Madame Bûcher avait déjà pensé à ça il y a de ça quelques années. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Je crois que les suivants, c'est sur le temps, hein, c'est ça? C'est cela. Oui. Juste se repérer un petit peu le temps, parce qu'on a le temps physique, celui des horloges, il est indivisible, continu, il organise la vie. Et puis, on a le temps dit psychique, qui est en lien avec l'éprouvé, l'intérieur de soi. Le fameux « est-ce que c'est déjà l'heure de partir ?» qui parfois est dit avec appréhension et parfois dit avec un immense soulagement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le temps, ce repérage, il est hyper important, particulièrement problématique pour l'avoir constaté en pédopsychiatrie, et que notamment, il y a une notion d'une part de linéarité du temps, c'est-à-dire que c'est un continuum indivisible et continu, enfin vraiment constant, et qu'en même temps, c'est circulaire. Les représentations qui sont faites du temps sont circulaires, que ce soit l'alternance jour-nuit, l'alternance des saisons, les mois, les semaines, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça, de façon cyclique. Et cette alternance-là, elle est importante pour se représenter la construction du temps avec toute la déformation qu'on a pu voir en lien avec la pandémie et les notions et de prévision et de gestion de l'urgence. Là, on a vraiment quelque chose qui a été particulièrement révélateur sur les notions de rythme, d'intervalle, de périodicité, d'irréversibilité, même de vitesse. Donc, tous ces éléments-là sont importants. Alors, il y a des questions qui apparaissent. Je laisse Sabine regarder ça.
Donc voilà, je ne vous ferai pas l'affront de passer 10 minutes à vous redonner des éléments sur le temps, d'autant que la prochaine intervention au mois de novembre en fera largement écho. Mais reprendre plutôt les jeux qui sont présentés, qu'Étienne nous présente avec force intérêt. Oui, Étienne. Allez, on y va. Donc, quelques jeux autour de cette notion-là. Et en effet, Florent a raison, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la notion de routine et de temps circulaire. On le voit par exemple avec ce petit puzzle de chez Djeco, c'est tout simple, c'est à partir de 3 ans, 10 pièces pour représenter les moments de la journée. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je vais à l'école, je mange, donc il mange des spaghettis, mais c'est pas grave, après le petit déjeuner. Il fait la sieste, etc. Donc on a ce petit personnage tout mignon avec les 10 pièces au fur et à mesure qui vont l'aider à se représenter, à se rappeler les différents moments de sa journée. Si on veut complexifier un petit peu ça dans le même registre, et là pour le coup, on est à partir de 3 ans, mais ça fonctionne pour des enfants un peu plus grands. On a un puzzle géant avec les 24 heures de la journée en cercle. Donc on parle d'un puzzle qui fait une cinquantaine de centimètres, plus de 50 cm, 58 cm de diamètre. Donc c'est vraiment une belle construction. Et donc là, on voit le petit ourson. Pareil, aux différents moments de la journée, je m'habille, je prends mon petit-déj, je joue avec mes copains dans la cour, il est 8h30. Et la taille des pièces, c'est celle-là. On a des pièces qui font voilà, une dizaine de centimètres de hauteur. Donc vraiment un jeu intéressant pour avoir une belle représentation du temps de sa journée, avec par ailleurs toute une partie nocturne où il peut voir un petit peu l'aspect de rêve qui est intéressant. Si on veut rendre l'enfant un peu plus acteur de tout ça, on a un jeu qui s'appelle les routines de ma journée, que j'aime beaucoup, chez Nathan, où c'est tout simple, hein, rien de très original, un grand tableau magnétique avec tout un tas de trucs, elles sont là, de petites gommettes magnétiques à aller coller. Ce qui est sympa, c'est que l'enfant se représente sa journée. Il y a la météo, quel jour on est, mes émotions de la journée. Donc ça, à la fin de la journée, il peut faire le bilan sur la façon dont il a vécu ça. Quelles sont ses routines du matin et quelles sont ses routines du soir. Donc ça, hop, il vient coller dessus différents petits stickers magnétiques pour dire qu'en effet, bah, voilà, il se lave les dents, il va sur le pot, il se couche, etc. Et puis du sport, le médecin, le vélo, papy, mamie, etc., qui scandent un petit peu sa journée. Donc ça, ça l'aide à construire lui-même et à s'y repérer dans ce continuum temporel. Et là, pour le coup, on mélange un petit peu l'aspect linéaire et l'aspect circulaire. C'est aussi ce qui nous a énormément plu dans cette petite horloge que je propose là. Alors, je me tire un peu une balle dans le pied parce qu'elle n'est pas encore sur le site. On ne l'a pas encore reçue. On va la recevoir dans les quelques jours, j'espère, à venir d'Angleterre. Et vous savez qu'en ce moment, recevoir un truc d'Angleterre, c'est toute une sinécure. Donc, voilà l'horloge. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a de particulier. On en connaît des dizaines comme ça. Ce qui est très sympa et ce qui nous a vraiment séduit, c'est qu'elle est entièrement, donc évidemment, démontable. Hop, hop, j'enlève les petites aiguilles. Et là, par exemple, j'enlève les minutes, j'enlève les heures. Et les heures qui sont là de façon circulaire, je peux les déplier pour bien montrer qu'il s'agit aussi d'une linéarité. Donc, on a la même chose pour les heures, pour les minutes. Hop. Donc là, l'enfant comprend l'aspect linéaire, la progression linéaire sur cette règle graduée. Et pour le coup, on reforme ça et on le rerange. Dans l'horloge. Donc, quelque chose qu'on avait pour le coup, pour ce qui nous concerne, jusqu'à présent, jamais vu. Voilà, donc une nouveauté qui nous a vraiment séduite par son originalité. Donc, voilà sur l'aspect temporel. Florent, je vous repasse la parole, sauf si vous avez des choses à rajouter sur le temps, soit pour parler de l'aspect de latéralité, droite-gauche, etc. Alors, on va faire une transition. Je suis archi fan de cette pendule, vous le savez. J'ai découvert ça avec vous et je la trouve absolument géniale. Cette organisation du temps, cette organisation dans l'espace, elle s'appuie, et chez les psychomotriciens, on le sait bien, les fonctions s'interpénètrent, il y a une synergie des fonctions psychomotrices.
et s'interpénètre avec le temps et l'espace, évidemment, mais aussi la latéralité. En fait, on l'a mis sous le terme de latéralité. Il faut être bien clair. La latéralité, le processus de latéralisation, c'est de 5 à 7 ans. Donc, on voit bien, le CP tombe à 6 ans. Des fois, les enfants ne sont pas complètement latéralisés. Latéralisé, ça veut dire qu'il y a un choix de latéralité qui est fait. C'est-à-dire, j'utilise ma main droite ou ma main gauche. Droite, gauche, voilà. Bon. On est sur la réversibilité, c'est autre chose. Mais avant ça, il y a d'une part les coordinations bimanuelles, et ça, on le travaille dans d'autres jeux qu'on va présenter à la suite. Mais il y a déjà un premier repérage qui est le repérage droite-gauche, qui va venir construire l'espace. Et c'est là le jeu qui va suivre sur ce repérage droite-gauche qui est essentiel, primordial dans la construction du schéma corporel et de l'espace. Donc, c'est vraiment important de repérer cette droite et cette gauche. Et ce jeu-là, qu'Étienne va nous présenter, est très, très bien conçu pour aider à ça. Étienne, je crois qu'Étienne ne m'entend pas très bien, donc les transitions sont toujours un peu difficiles. Oui, c'est bon. Donc, en effet, un jeu à nouveau de chez Acros, une petite boîte d'activités. C'est le seul jeu qu'on ait pour travailler spécifiquement la droite et la gauche. C'est quelque chose d'assez original. Donc là, on a à chaque fois plein d'images, on les voit, avec cette petite fille qui possède des plantes, des animaux, je ne sais pas quoi, qui sont à côté d'elle, mais soit à droite, soit à gauche, de dos, de face, etc. Avec, donc, par ailleurs, hop, une planche avec la même petite fille en plus grande, à poser dans un petit support en bois pour nous aider à reconstruire les images que l'on a vues sur les petites tacs, comme ça, en petit. Donc là aussi, comme tout à l'heure pour la topologie, ça peut se faire de deux façons différentes, voire plus. Il y a probablement encore d'autres façons de trouver ça. Soit pour les plus petits, simplement en reproduction des modèles qui sont proposés, soit pour les plus grands, en dialogue, bien entendu, pour décrire ce qu'ils voient et ensuite, évidemment, pourquoi pas le reproduire. Mais voilà, donc il y a eu vraiment une intellectualisation de ce qu'on se représente autour de la droite et de la gauche. Donc voilà pour ce jeu assez singulier qui nous plaît beaucoup et qui marche d'ailleurs très bien. On aborde un terme plus classique en psychomotricité qui est aussi, enfin plus classique, je ne sais pas, pardon, peut-être que la droite et la gauche c'est tout à fait classique. On aborde la motricité et l'aspect de motricité fine également. À vous, Florent. Juste, ce jeu s'appelle Ma droite et ma gauche. On me pose la question. Voilà. Ma droite et ma gauche de chez Acros. Voilà, Florent. À vous sur la motricité globale, motricité fine. Oui, alors, évidemment, hein, le mouvement, c'est la vie. Hein, c'est ce qui définit le règne animal, à quelques rares exceptions près, mais les éthologistes n'en voudront pas. Le mouvement est une composante intrinsèque de la vie humaine. On a même retrouvé, je suis allé voir un petit peu au niveau historique, dans les années 50, un psychologue scolaire, Bloom, qui établissait un groupe de travail et qui est tombé sur le groupe cognitif, affectif et psychomoteur. Donc, il y a des diversifications hyper importantes au niveau de la motricité. On pourrait, sans même rentrer dans les définitions, juste avoir en tête que la motricité, c'est l'appréhension, le geste, la motricité automatique, les coordinations motrices, la motilité, la locomotion, la volition et même la graphomotricité. Pour travailler tout ça, et même au-delà, hein, on pourrait parler des praxies, pour travailler tout cela, c'est super intéressant de voir ce qu'on peut proposer chez Didacto avec un hyper classique qui est le jeu de la sage, qui est vraiment un archi-classique, qui fait partie de l'histoire de la psychomotricité, hein, toutes ces histoires-là. Et là, on retrouve enfin du matériel de la sage qu'on va pouvoir vous présenter et qui est super intéressant. Etienne. C'est à moi. Donc, ouais. Alors, Sabine, alors avant, vous voulez que je fasse le lassage tout de suite? Parce que là, allez, faisons le lassage tout de suite. Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mon lassage, parce que vous m'avez un peu pris de court, mais je vais retrouver mon lassage. Hop, hop, hop. Alors, le lassage, on en propose quelques-uns là que Sabine va vous montrer. Mais quand vous tapez lassage sur le site, on en a bien plus, bien entendu. Hein.
Je reviens. Excusez-moi. Un peu pris. Bah, sinon, j'enchaîne. Voilà. Pardon. Jeu de lassage chenille, par exemple, de chez Abba. Donc, avec, on va même pas parler de ficelle, mais de gros cordons avec une grosse extrémité, un long en bois pour vraiment aider à la motricité, pour enfiler les perles. Donc, soit en manipulation libre, soit avec des modèles comme ce jeu-là de chez Abba. Donc, ça, c'est le jeu de lassage chenille. Je vais vous en montrer d'autres. Le lassage essentiel de chez Jeannot. Alors, voilà, qui est sur un petit support, vous voyez, où on va passer les lacets au-dessus, en dessous, en manipulation et avec d'autres clous. Je continue, Étienne, je vais continuer sur toute ma partie. Les coffrets Pico aussi, en manipulation. Donc, je vous montre le coffret et les petits cubes à placer pour la représentation du modèle. Vous nous dites si on va trop vite ou si ce n'est pas assez clair. Hein. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre ou à nous interrompre. Après, on voulait vous montrer l'atelier de boutons à clipser. On est sur des petites plaques de plastique souple sur lesquelles on va placer des petits boutons pour faire soit de la manipulation libre et des lignes et des colonnes, etc., ou de représentation par rapport à un modèle. Voilà. Et moi, j'avais encore les labyrinthes magnétiques. Donc après, vous pourrez recommenter par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc là, en fait, on a une sorte de petit crayon magnétique qui permet en fait de déplacer les petites billes. Alors, évidemment, il y a une plaque en plexi dessus qui empêche les billes de partir. Et on a tout le jeu de motricité dessus. Étienne, je vous relaisse sur le piquage. Ok, on est parti. Donc, un certain nombre de jeux de motricité globale, donc motricité fine. Celui-là, je vous le montre pour témoignage, mais je suppose que tout le monde le connaît. C'est vraiment un basique qui permet à la fois de travailler soit en jeu libre, soit à partir de fiches de consignes. Donc, on a un certain nombre de lacets, on a un crayon, et on fait donc, comme on le veut, des différents types de figures et à enlever. Boum, c'est un vrai plaisir. Les enfants adorent tirer là-dessus. Donc, ça, c'est le kit de piquage. Déjà, mettre le lacet dans le crayon. Un must-have absolu, voilà, en glissant le lacet dans le crayon. Un truc que j'adore, ça s'appelle Whippels. Alors, Whippels, tac, il faut une petite bille, que voici, que voilà, c'est chez Goki, c'est allemand, c'est vachement sympa. Les Allemands sont forts pour ce genre de choses. Donc, on a une petite bille, tac, comme ça. Et alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, le truc fait une 50aine de centimètres. Attendez, voilà, je vais l'éloigner un petit peu. Voilà, alors si je le fais, attendez, je vais le mettre sur la caméra latérale. Hop, comment ça se passe? Est-ce que c'est mieux? Oui, on va mieux voir comme ça. Voilà, le truc fait une 50aine de centimètres de long et l'idée, c'est de faire passer. Donc là, c'est vraiment de la finesse, c'est pas pour les enfants de 3-4 ans, hein. Une bille dans l'autre petit godet, voilà, comme ça. Alors, il y a deux façons de faire, soit en le versant, soit en les appareiller comme ça, hop, et voilà, formidable, j'ai mon diplôme, pour que voilà, bon, donc vous comprenez bien l'idée, mais c'est un truc très original qui nous a beaucoup plu. 40 cm. Pardon? 40 cm. 40 cm, ouais. De façon plus classique, on est sur un jeu de Géco qui s'appelle Pince-Tout. C'est à la fois du démembrement et de la motricité, puisqu'on a des fiches, une petite maison comme ça. Et dans cette petite maison, il va falloir ranger tout un tas de petits animaux en fonction évidemment de ce qu'on nous demande sur les fiches. Donc là, il faut mettre une pomme, qui n'est pas un animal, 7 tigres et une abeille. Et comment on fait ça? Clac, clac, avec la pince. Donc là, je vais chercher une pomme. Vous voyez que pour le coup, c'est plus difficile pour moi. Et la mettre dans la petite case de la maison. Je continue avec mes tigres. Clac. Au fur et à mesure, puis les abeilles. Donc, c'est à la fois du dénombrement. On a au dos, bien entendu,
la façon dont il faut les installer. Donc formidable. Et puis le travail de la pince, c'est toujours un plaisir et un truc que les enfants adorent et qui est très utile pour travailler cet aspect de motricité fine. Donc ça, c'est pince-tout chez Djeco. Et dans un ordre d'idées légèrement différent, mais pas tant que ça, on a Vergy qui rappelle un peu le fameux Docteur Maboul, où on a donc chacun, c'est un jeu qui peut jouer à 4. On a des assiettes où il faut aller chercher les bons petits légumes des familles. Et donc, on a 4 pinces en bois. Et là, évidemment, sans toucher les petits fils blancs, il faut aller chercher le champignon. Hop, pas si facile. Hop, et le mettre sur la petite assiette. Voilà. Donc là, des jeux de motricité classiques, mais hyper bien faits, en fait. Voilà. Donc, je pense que chacun d'entre vous voit immédiatement à quoi ça peut servir dans sa pratique quotidienne au cabinet. Voilà. Étienne, oui. Étienne, j'ai une question. On me pose quelle tranche d'âge pour le jeu Goki? Ça devait être, je pense, le Whipples, parce que c'est le dernier Goki. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Moi, je pense qu'en dessous de 5... Alors, c'est marqué 4 ans et plus. Voilà, c'est marqué 4 plus. Voilà, 4 ans dégourdi, quoi. 4 ans, oui, 4 ans, ça peut le faire. Voilà, mais si Florent a un avis sur… Florent, vous êtes OK avec ça? Ouais, alors c'est vrai que moi, je l'adore. Hein. J'adore ce jeu-là, mais alors, c'est la déformation du psychomotricien qui a travaillé avec des enfants qui avaient des difficultés. Donc, pour le coup, pour moi, le 4 ans, il est un peu, il est optimiste. Il est un petit peu optimiste, mais ça va bien sur, voilà, pour les instits, par exemple, ou pour ceux qui travaillent avec des enfants normotypiques qui vont bien. C'est un super outil dès 4 ans. Après, ça va un petit peu plus âgé, effectivement, mais voilà. C'est le principe du soignant, hein, si vous voulez. Hein. J'ai travaillé avec des enfants qui, évidemment, avaient des difficultés. Donc, ils étaient un petit peu plus âgés, mais ça marchait super bien. On faisait des super repas végétariens. C'était vraiment très, très bien fait. J'enchaîne sur un autre type de jeu, toujours autour de la motricité, de la coordination. Celui-là, on l'a rentré hier, c'est pour ça qu'on le montre. C'est un petit poisson pour les petits, avec un labyrinthe là aussi, en faisant bouger comme ça, attaque le petit poisson pour faire aller la bille de l'autre côté du labyrinthe. Et si j'enlève l'œil du poisson, c'est pas cruel, mais je peux avoir de l'autre côté, hop, un labyrinthe un peu différent et un peu plus difficile pour travailler là aussi la coordination et le mouvement. Alors, dans le même genre, je vais vous en montrer 2 autres sélectionnés par Florent. Celui-là, c'est un 8 de motricité mobile. Donc, ça se passe comme ça. Et quand on arrive là, hop, il faut faire bouger voilà, le 8 pour pouvoir hop, aller de l'autre côté. Donc là, vraiment, motricité et coordination. Un truc aussi extrêmement original qu'on achète comme souvent pour ce genre de jeu en Allemagne. Voilà. Vous êtes bien entraîné, hein? Oui, je me suis entraîné des heures avant de venir. Un petit dernier pour la route, qui là, pour le coup, elle travaille sur une notion de 3D. J'attends que le réglage se fasse. Oh, non, c'est toujours flou. Ouais, voilà. Non, c'est bon. Et là, hop, on fait rouler la bille, là. Et donc là, il y a un aspect de tourner comme ça. Hop, hop. Pas mal. Voilà, donc là, c'est encore une autre notion, hein, puisqu'on est vraiment en 3D. Il faut une certaine, c'est pas pour me jeter les fleurs, mais il faut une certaine coordination pour y arriver. Voilà. Voilà pour la motricité. On n'est pas loin de tenir le timing. On enchaîne sur les jeux autour du tonus, Florent. Non, attendez une seconde avant que je vous laisse la parole. On me demande comment s'appelle le jeu du 8. C'est le 8 de motricité mobile. Oui. Voilà, c'est ça, parce qu'après, on me redemande comment s'appelle le fameux 8 de motricité qu'il faut déplacer jaune et bleu, c'est ça, le 8 de motricité mobile. Voilà, c'était juste ça à préciser. Maintenant, je repasse la parole à Florent pour le tonus. Tandis qu'effectivement, le 8 vert, parce qu'en fait, en vert, hein, c'est un 8, hein, c'est une espèce de ruban de Mobius, vous savez, le ruban infini, à une face. C'est archi bien fait, je suis vraiment fan. Mais derrière, effectivement, on a essayé de faire une catégorie au niveau du tonus
que les puristes ne nous en veulent pas. On n'est pas tout à fait dans le dialogue tonico-émotionnel, mais plus dans une gestion du tonus en lien avec la motricité, puisque le dialogue tonico-émotionnel, on est vraiment dans la relation corps à corps et dans l'échange, la communication. Mais là, on était plus sur des exercices et typiquement, la planche labyrinthe est un truc absolument démentiel qui marche avec quasiment tous les enfants, en tout cas qui marche, qui n'est pas forcément évident, mais avec de l'aide, qui va pouvoir aussi travailler le dialogue tonico-émotionnel, puisque en donnant la main à l'enfant, on va pouvoir l'aider à s'équilibrer correctement pour pouvoir travailler ce labyrinthe. Et celui-là, j'ai vraiment une appétence particulière pour celui-là, parce qu'il est vraiment très, très, très bien fait. Je ne sais pas si c'est Étienne ou Sabine qui nous le montre. Sabine. Ouais, Sabine, elle est perdue. Hop. C'est ça? Oui, Sabine. Ouais, celui-là, ouais. Voilà. C'est tellement grand qu'on préfère vous le montrer sur le site. Je suis en train de répondre aux questions, c'est pour ça. Donc là, c'est une grande balance, il fait 66 cm de diamètre. Voilà. Les photos parlent d'elles-mêmes. Je continue ou Oui, je peux vous continuez avec Okay. toute la catégorie. Ensuite, sur la balance escargot, donc là, on vous montre le support en situation. Donc, soit dans les mains ou soit avec les pieds posés dessus pour déplacer la bille. Hein, je vous montre un petit peu. Ensuite, les skis de coordination. Là aussi, le nom parle de lui-même. Voilà, donc là, à plusieurs. Voilà. Et moi, je termine la rubrique avec les balles lestées, il me semble. Donc avec différents petits exercices à faire. Donc là, dans les balles lestées, ce sont 6 balles souples avec des poids différents. Donc, on a 500, 700, 900, 1100 et 1300 grammes. Voilà. Il y a un poster avec des figures pour faire des exercices avec. Voilà. Si Florent, vous voulez commenter ça ou je continue? Non, mais c'est parfait. Et Florent, puisqu'on est presque dans le bon timing avant les questions, la dernière catégorie qui était des jeux autour de la découverte sensorielle des 5 sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, sur la sensorialité, évidemment, il y a même un petit peu plus que 5 sens, puisque on pourrait y rajouter le proprioceptif et le vestibulaire notamment. Mais c'est toujours intéressant de travailler ces sens-là, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit soignant, rééducateur, thérapeute. C'est toujours intéressant de travailler ces sens-là, notamment avec toutes les théories actuelles de prise en soin autour de l'intégration sensorielle auquel j'ai été sensibilisé. Il me semble important effectivement de pouvoir, pour chaque enfant, bien repérer au niveau visuel ce qui se passe et pas simplement sur l'aspect focal, mais aussi la vision périphérique, le niveau de seuil, qu'il soit de plancher ou de plafond au niveau de l'intégration, mais aussi, parce que ce n'est pas uniquement la vision, des fois on s'imagine qu'un enfant a vu quelque chose et que c'est ça qui le perturbe. En fait, ça peut être l'audition, ça peut être le goût, ça peut être l'odeur. Et l'odeur a vraiment quelque chose de très archaïque sur la représentation, notamment du cerveau triunique, mais aussi le tact, le toucher, qui a des composantes non négligeables dans les aspects relationnels. Donc, ces éléments-là, on va pouvoir les travailler de façon différente et, je dirais, innovante, parce qu'avec Étienne, on a allé dénicher des éléments hyper intéressants et certains jeux qui sont pas communs. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle plus l'ordre qu'on avait défini. C'était le taux des odeurs que j'ai maintenant. Voilà. Bon, le loto des odeurs, bon, évidemment, c'est un archi classique, mais il marche super bien et il dure longtemps.
C'est-à-dire que les odeurs, je ne sais pas comment c'est fabriqué, je me permets, hein, mais parce que voilà, ça c'en est un que j'adore. Ils durent très longtemps. À partir du moment où on les ferme bien, bon, ça se compte en années, hein, la durée de vie de ce jeu-là. Et pour spoiler un petit peu, on a aussi la maracas, qui est un truc hyper innovant. J'aime beaucoup. Mais voilà. Après, moi, l'autre des odeurs, j'avais les balles sensorielles. Alors, effectivement, les balles sensorielles, c'est un classique chez les psychomotriciens, hein. La balle à picot, c'est un grand classique. Mais c'est bien de savoir que Didacto en vend. Ça, c'est tout bête, hein, mais souvent, j'ai des collègues psychomotres qui me disent, mais où est-ce que je peux trouver des bonnes balles à picot ou balles sensorielles? Voilà, un endroit où on en trouve qui sont résistantes. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, il y avait une boîte avec 3, il y en a une boîte avec 8. Là, je vous montre, on a aussi une grosse boîte tactile des 3 sens. Ouais. Celle-ci, elle est bien, c'est un beau matériel qui tient le choc. Et je suis sûr quasiment pour le coup que un certain nombre de mes collègues psychomotes, une fois l'étant fourni, ne joueront pas forcément avec les règles qui sont proposées, mais trouveront des nouvelles façons d'utiliser. Voilà. Et moi, pour terminer, j'ai le jeu de reconnaissance tactile. Voilà. Oh, ça, c'est un classique, hein. C'est un archi-classique. Voilà. Il en existe plein. Celui-là est pas mal parce qu'il y a le petit sac en poil de jute qui fonctionne bien. Donc, voilà. Très agréable à utiliser. Les pièces sont bien épaisses pour les mettre couchées ou debout. Voilà. Voilà, et deux jeux pour terminer. Donc celui que Florent avait remarqué, qui est un petit maracas extrêmement simple, qu'on dévisse comme ça et dans lequel on a plein de petits diamants. De petits diamants violets, je ne sais pas comment on appelle ça. Améthyste. Améthyste, voilà, exactement. Dire. Donc le jeu, il est tout simple. On met un certain nombre de petits améthystes comme ça, tac, on referme et il faut faire deviner à la personne combien il y en a. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je dirais qu'il y en a 2. Et si par ailleurs, on en met beaucoup plus, 5, 6 ou 8, on entend bien que le son, voilà, le son n'est pas le même. Donc là, vraiment, il y a une progression et on y arrive en fait, hein, pour l'avoir testé, comme on teste tous les jeux chez Didacto. On y arrive globalement à 1 ou 2 près quand on arrive à 13 ou 14, mais globalement, il y a jusqu'à 14, je crois, petits améthystes et on les met dedans. Et il faut vraiment faire entendre la différence de son. Donc, il y a un côté vraiment ludique très sympa. Et pour terminer, le petit dernier, juste avant de conclure, on est presque dans le timing. C'est un jeu qui s'appelle Four Senses, qui est très original. Là, vous voyez, on est avec des bandeaux pour les yeux et une plaque de bois comme ça, avec au fond un petit fond de porcelaine. On a des petits jetons en bois qui sont de 2 épaisseurs différents et avec trou ou sans trou. L'idée, c'est de faire un puissance 4 à l'intérieur de ce petit plateau, avec soit 4 petits jetons pareils, voilà, soit 3 donc pareil, ça peut être troué, pas troué, un étage, 2 étages, etc. Alors, 3 alignés avec des hauteurs différentes. Donc là, dans ce cas-là, il y en a 1, puis 2 au-dessus. Voilà, quick. Voilà. 1, 2, 3 en escalier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tout ça les yeux bandés. Et donc, simplement en essayant d'aller tâter ce que les autres ont été mettre à droite, à gauche, et comment le plateau s'est construit au fur et à mesure. Donc là, au niveau du sens, de la découverte de la perception, et aussi d'une approche du handicap, c'est un jeu extrêmement original et intéressant, beaucoup plus évidemment que le Puissance 4, qui n'est que, en l'occurrence là, qu'un prétexte pour se rendre compte et venir avoir des sensations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc voilà ce dernier jeu qu'on voulait vous montrer. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais laisser Florent conclure. C'est toujours particulier de devoir alterner comme ça un peu au pas de course, mais c'est un peu l'objet de ces webinaires,
de vouloir vous en montrer beaucoup et à la fois d'avoir une approche théorique un peu au milieu. Donc, merci beaucoup à vous et à Florent, que je laisse terminer tout ça. Merci. Voilà, on va conclure rapidement sur la présentation de cet ensemble de jeux. C'était qu'une facette de deux mondes qui se rencontrent avec bonheur. Le monde de Didacto, que vous retrouverez sur le site, avec des animations, des webinaires, il y a plein de choses qui existent. On s'est rencontrés il y a de ça déjà longtemps avec Étienne, avec Laurence, et ce sont toujours été des rencontres particulièrement fécondes et même en termes ludiques. Et puis le monde de la psychomotricité, évidemment, vaste et florissant. Je vous invite à suivre les évolutions qui en découlent et vous rappeler que le point de départ d'un soin psychomoteur, c'est le bilan psychomoteur. Ça fait partie des fondamentaux chez les psychomotriciens. Voilà. Merci à vous. J'avais juste une petite question que je n'ai pas répondu au début. C'était, excusez-moi, c'était dans tout le début, dans la mallette corps. On me demandait s'il y avait un item sur les organes génitaux intéressant pour la construction de l'identité sexuée. Je suis désolée, je reviens sur un des sujets de tout début. Non, il n'y en a pas dans cette mallette-là. On a 3 ou 4 mallettes et que je ne connais pas par cœur. Donc, les autres, je ne saurais pas vous dire s'il y a une approche des organes génitaux. J'ai pas l'impression qu'on ait des choses autour de ça. Non, ça serait intéressant d'ailleurs de pouvoir aller creuser dans cette direction. Vous avez raison. Sinon, je pense j'ai répondu les questions, on a répondu au fur et à mesure. Petit rappel, donc pour ceux qui me demandaient les noms, etc., ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer un petit catalogue PDF avec le lien pour du replay de ce webinaire. On a plein de retours positifs en disant merci beaucoup pour cette présentation, tout était très, très, très intéressant. On vous remercie d'avoir été si présent et puis on vous dit à très bientôt et encore merci à Florent et merci à Étienne. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.